Métisse. Je suis là, debout au milieu de tous, bête de foire enchaînée à mon propre métissage. Ne pouvons fuir l'odeur fétide des préjugés qui émanent de cette prison mentale que j'ai bâtie pour eux, qu'ils ont bâtie pour moi. Métisse peut-être, mais triste sûrement. Poème perdu qui saigne des vers mulâtres. Poème funambule avance dans le cirque ambulant, comme le métis pour vivre qui est en équilibre constant. Je me suis rendu compte, en parlant avec des métis de tout âge, qu'ils ressentaient un certain malaise identitaire. Et j'ai voulu approfondir ce sujet qui me semble un peu tabou en Nouvelle-Calédonie. Oh, sans doute ailleurs aussi. Avec un objectif, ouvrir le débat sur ce thème. Si certaines personnes ont accepté de se livrer avec beaucoup de sincérité et de courage, beaucoup ont refusé, même des amis. Tout le monde connaît et apprécie Vanuela Watt comme chanteuse. Elle est si passionnée de musique que même à la CPS, où elle est bibliothécaire, elle a été à l'origine de chansons internationales. Voici mon travail, donc je suis bibliothécaire à la CPS. C'est magnifique. Tout à fait, et en fait ici on trouve surtout et déjà les documents publiés par l'organisation, par la CPS elle-même et depuis sa création. Donc ici ce sont mes petites nouveautés, mon petit présentoir pour que les gens puissent... Tout est publié par la CPS. Moi je suis juste là pour faire ce qu'on appelle le traitement intellectuel des documents, c'est-à-dire les cataloguer, les indexer, les classer, les ranger. C'est mon travail tous les jours. C'est tout scientifique. Alors comme tu peux le voir, il n'y a ni roman, ni bande dessinée. La bibliothèque de la CPS, c'est une bibliothèque scientifique ou spécialisée. Alors, c'est loin de la musique, mais pas si loin justement, Monette, parce que je crois que ça, c'est très personnel, mais pour moi, le plus beau projet que j'ai pu concevoir en musique, c'est grâce à cette organisation-là qui m'a inspirée. C'est, voilà, tu vas dû en entendre parler, Oceania, A Human for the Pacific. En fait, c'est vraiment en travaillant dans ce milieu, dans cet environnement complètement multiculturel, parce que ici, mon travail, il est bien sûr en français, mais en anglais. Parfois, je parle Bichlamar, je parle Pidgin English. Donc, le fait de côtoyer tous ces gens qui viennent du Pacifique, de différents pays, d'être dans un environnement où on apprend à connaître ce que c'est que la Mélanésie, la Polynésie, la Micronésie, ça m'a donné envie un jour de faire une chanson là-dessus. Un petit peu... un We Are the World, je prétends pas être Michael Jackson, mais un We Are the World, mais pour le Pacifique. Et j'ai commencé à mûrir ce projet-là vraiment en venant tous les jours au travail. Et d'ailleurs, ce projet c'est très simple, c'est voilà, que je suis auteur-compositeur de la chanson, qui a été éditée par Mangrove. Oceania, c'est tout simplement une chanson où on entend plusieurs langues du Pacifique différentes. Et puis tous les refrains sont en anglais. Donc il y a beaucoup de stars du Pacifique qui ont intervenu dans le projet. Mais j'ai même dû trouver au sein de la CPS des collègues qui se sont prêtés au jeu. Et pour tout simplement, par exemple, pour les voix de Kiribati et de Cook Island, ce sont des gens que j'ai connus via la CPS.
dernièrement au Méridien, tu as chanté Tissé métissé. Tu peux me dire pourquoi tu as ressenti le besoin d'écrire, de composer, de chanter C'est vrai que j'ai voulu développer le thème parce que je me suis rendu compte que, en tout cas chez nous en Calédonie, ça c'est un point de vue personnel, mais on ne parle pas beaucoup des métis. C'est-à-dire voilà, de ce mélange d'une culture, d'une autre, de noir, de blanc, de ce mélange de couleurs. Et aussi parce qu'en tant qu'artiste, j'ai jamais essayé de faire, par exemple, de la musique complètement européenne ou de la musique complètement traditionnelle ici, mélanésienne. J'ai toujours voulu, au niveau des arrangements musicaux, faire de la musique métissée. Donc mélanger des instruments qui vont rappeler le premier côté d'où je suis et le deuxième côté d'où je suis aussi. Donc du côté papa, Vanuatu, Calédonie, et du côté maman, Italie surtout, et France. Et toute ma vie, ça a été... est-ce que c'est une faiblesse? Est-ce que c'est une force d'être métisse? Moi, je dis juste que c'est une question d'équilibre. Il faut prendre le meilleur de chaque côté et puis écrire son livre avec cette histoire-là. Je connais la famille d'Édouard Ouamigna depuis longtemps en Nouvelle-Calédonie. Mais j'ai dû me déplacer jusqu'en Bourgogne où Édouard a ses activités, assez près de sa famille vigneronne. Édouard est très impliqué dans ces deux cultures. Et c'est après de brillantes études scientifiques que l'oralité de sa culture kanak l'a rattrapé. Bonjour Édouard. Bonjour. J'ai pas de souvenirs marquants de problèmes avec le fait que je sois blanc ou que je sois noir. Les seules choses que j'ai eues, moi, comme remarque, c'était plus des questions de malheur. Tu te sens plus blanc ou plus noir ou plus, et cette question-là, elle est venue des deux côtés, en fait. Les gens avaient toujours besoin que je me positionne d'un côté ou de l'autre. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi, en fait, pourquoi me positionner, alors que pour moi c'était pas une question, le fait d'être blanc ou noir. Ma mère est blanche, mon père est noir, moi je suis métisse, en fait. J'ai pas de plus d'un côté ou de l'autre. Où que je sois, en fait, les gens voyaient plus l'autre couleur. Donc quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, les gens voyaient plus le côté européen, et quand je suis en France, les gens voyaient plus le côté kanak. Mes parents m'ont éduqué sur une double culture. Il y a des bons et des mauvais côtés des deux côtés. Il y a des choses que je trouve géniales de chaque côté, il y a des choses que je trouve chiantes des deux côtés. C'est pas, il y a malheureusement pas, heureusement plutôt, il y a heureusement pas de meilleure culture que d'autres. Moi j'ai toujours été super heureux d'avoir cette double culture, et j'en ai jamais trop souffert, en fait. Ça m'a jamais blessé le fait qu'on me pose tout le temps la question. Et je me suis posé des questions maintenant. Je me suis dit pourquoi on me demande tout le temps ça? Pourquoi on me demande si je suis plus français ou plus kanak? Je comprenais pas au départ ce qu'on attendait. Puis en fait, aujourd'hui, je me rends compte que ce qu'on attend, c'est que je réponde ce que l'autre a envie d'entendre, en fait. Donc pour moi, ça n'a pas de grosse valeur ajoutée à trouver une réponse à cette question. Quand j'étais petite, alors que ce soit au Vanuatu, même en Calédonie, moi je me disais, ok, je suis métisse, je suis moitié noire, je suis moitié blanche. Mais j'avais des copains qui voulaient que je sois que blanche, et j'avais des copains qui voulaient que je sois que noire. Et si je jouais avec les copains noirs et pas avec les copains blancs, oh là là, ça c'était le grand désastre, et vice-versa, pareil. Donc, pas facile. Par exemple, au Vanuatu, on disait les métis n'ont pas de racines, n'ont pas de pieds. C'est ce qu'on me disait. Des fois, quand j'avais des copines beaucoup plus âgées que moi, elles me disaient ça, elles étaient même tristes pour moi. Elles me regardaient, elles me disaient, you know got root, you know got country, you know got land, tes pieds posent sur nulle part. J'ai pas de racines. Alors ça me travaillait, quoi. Il a fallu attendre après 30 ans pour dire, des fois en rigolant, au contraire, je suis un arbre avec 2 racines, avec 2 pieds. Israëla Sanchez est très jeune. Elle a terminé son baccalauréat il y a peu de temps. Elle a vécu son enfance en squat avec ses parents près de sa grand-mère. Elle aime s'exprimer à travers le slam et elle le fait très très bien.
Je vous remercie beaucoup de nous accueillir et je voudrais faire un petit geste Oui. pour vous remercier d'être là chez vous. Pour nous- Bien, je vous accepte que vous êtes venu me demander de faire l'interview chez moi. C'est bien. J'accepte. Merci beaucoup. Pour moi, en fait, on ne peut pas être métisse et avoir une seule vie en quelque sorte. On est obligé d'avoir une part avec chaque métissage, d'être... on n'est pas une personne, on est plusieurs. Enfin, j'essaie d'unir toutes ces cultures ensemble pour ne rejeter personne. Moi, j'ai pas vraiment d'identité honnêtement. Si on devait me donner une identité, ce serait métisse, c'est sûr. Je ne pourrais pas m'identifier à une seule origine. C'est pas possible. J'ai croisé Jordan Darkham entre 2 aéroports en revenant de Paris où il travaille comme technicien. Nous avons eu le temps de parler longuement. Je l'ai revu à Païta chez ses grands-parents. Et là, nous avons poursuivi notre discussion sur son métissage. Bonjour Jordan. Bonjour Monette, ça va? Vous êtes en train de travailler? Oui, Bon, ça ça va fait bien? plaisir de vous ah voir. bah moi aussi. Vous avez un jardin magnifique, madame, magnifique. Oui, Qu'est-ce que c'est beau, c'est fleuri. ouais, ça occupe pour la journée, j'aime bien, ça me Ouais. détend. Ouais. Et c'est là que tu as toujours vécu? Oui, c'est ici que j'ai grandi, ouais. C'est ici que tu as grandi. Depuis mon plus jeune âge, ouais. Depuis ton plus jeune J'ai âge. tous mes Donc, souvenirs ici. tu connais bien les plantes. Ouais, bah mes grands-parents sont à fond dedans, donc D'accord. j'essaye d'apprendre avec eux. Ah ben écoute, mais moi aussi c'est fort bien. Bon, on avait dit qu'on irait parler de métissage. Oui, bien T'es sûr. d'accord? Je suis On aille, d'accord. Voilà. Eh ben écoute, alors on y va? On passe par là? Oui. Allez. On va se mettre vers là-bas, Ouais, d'accord. à l'ombre. Je suis métis algérien, français et indonésien. Et on m'a toujours pris à part en fait selon les journées, selon mon apparence. Voilà, si j'ai les cheveux rasés, ça va être algérien. Si j'ai les cheveux comme tel, ça va être javanais. C'est vraiment selon les gens. On ne m'appelle pas Jordan, même pas. On m'appelle par l'ethnie à laquelle je dois appartenir. C'est juste une histoire d'apparence en fait. Ils ne cherchent pas à aller plus loin, à savoir ce que je suis réellement. Jusqu'à maintenant, depuis que je suis tout petit, ça a commencé en primaire. En primaire, une discrimination comme ça. Et c'est assez lourd à porter tous les jours. Et qu'est-ce qu'on te disait quand tu étais petit? Enculé de cacane, sale cacane, va manger des nems. Mais comme ça, gratuitement, on vient me voir et on me dit comme ça. Au début, on essaye de pas trop faire attention, mais après, il y a la famille derrière et des fois, ils vont jusque-là. Et mon grand-père, il me disait toujours, tu laisses, tu fais pas attention. Je dis oui, mais quand c'est omniprésent et quand on est là tous les jours, alors que toi, tu essayes juste de te construire et de faire ta vie et qu'on est là de mettre des bâtons dans les roues parce que tu appartiens à cette ethnie-là et qu'on l'aime pas. Dans ton enfance, est-ce que tu as ressenti des blessures par rapport à ton métissage? En fait, étant chef de clan, j'ai souvent entendu un petit peu ma famille autour de moi essayer de me protéger un petit peu de pas mal de choses. Je me souviens un jour à la cantine, je vois un cousin qui arrive avec plein d'autres jeunes Kanaks et moi j'étais assis, je mangeais tout seul ce jour-là et tout le groupe vient et s'assoit. Mon cousin me fait bonjour du regard parce qu'on s'était déjà vu et tout le monde s'assoit. Il commence à parler en lifou et donc du coup je comprends quelques bribes de tout ce qui est dit et il y a un moment je les entends rire et tout, c'est là, ah il n'y a pas d'eau et tout machin, bah pourquoi c'est pas toi qui vas chercher de l'eau, ah pourquoi c'est pas toi, et puis au bout d'un moment il y en a un qui dit mais pourquoi c'est pas le blanc à côté qui va chercher de l'eau, et là je vois mon cousin qui change de visage et qui vraiment fusille l'autre du regard en disant c'est pas un Kamadja, ça c'est mon chef de clan. Et j'ai vu en fait toute la table se retourner et ils se sont tous excusés en fait. Et moi j'étais là, du coup j'étais un petit peu mal à l'aise, mais en même temps c'est des moments bizarres où on est en même temps fier parce qu'on se dit waouh je suis chef de clan et en même temps ça veut tellement rien dire pour aller chercher de l'eau. J'ai eu 2 secondes de me dire il m'a appelé le blanc. Et en même temps, derrière, ça a tellement réagi fort que je me suis dit non, je suis pas blanc en fait. J'ai souvent été protégé comme ça et j'ai souvent été présenté aussi comme ah, c'est notre chef de clan et tout. Donc je sais pas si ça calmait un peu les côtés agressifs ou quoi que ce soit. Quand j'étais assez jeune, on va dire, je me suis fait rejeter d'abord d'un côté. Mon côté kanak n'était pas accepté en gros au collège. Puis après, ça a été le contraire. Mon côté blanc n'a pas été accepté.
J'ai été traitée de blanche plus d'une fois. C'est des mots qui viennent faciles, c'est souvent pour blesser surtout. Il n'y a aucune réflexion derrière. Les personnes qui disent ça, elles n'ont pas été chercher plus loin que ce qu'elles ont vu, donc ça sert à rien d'y porter de l'intérêt. Tu répondais aux insultes? J'ai essayé. Ça marche pas, ça sert à rien, c'est des mots en l'air, c'est des mots qu'on y croit. On n'y croit même pas nous-mêmes. Alors non, j'ai arrêté d'y répondre. Et je suis restée un petit peu toute seule pendant longtemps. Tu en parlais un peu à ta famille? Au début, j'ai tout fait pour que mes parents ils voient pas trop parce que c'était compliqué pour eux aussi. Moi, j'ai préféré juste garder ça pour moi. C'est le seul poids que j'avais à porter, moi. Donc, j'ai essayé de le porter toute seule. Je dirais qu'entre enfants, c'est jamais trop méchant. C'est le côté un peu possessif des enfants où viens jouer avec moi, pas avec l'autre, Mais de toute façon, de mon enfant, j'ai gardé que des bons souvenirs. Et ces petits détails-là, ce sont justement des détails qui marquent mon empreinte, qui marquent ma signature. Je suis métisse. Je le cacherai, j'ai pas à le cacher. Israëla et son frère, ils venaient souvent ici? Oui, plus souvent les mercredis après-midi, après l'école. Ils viennent et puis ils cassent les maniocs, mettent les feuilles de manioc par terre pour faire des genres de nattes. Et puis après les autres feuilles, ils mettaient pour faire une cabane. Puis en dessous les maniocs, ils faisaient la cabane. Et ils venaient pour monter dessus les arbres, il y avait un pied de chouchoute. Ça grimpait sur l'arbre et puis eux, ils avaient une petite cabane en haut au-dessus de l'arbre. Et à chaque fois, ils montaient pour s'amuser un peu là-haut, jouer. Puis après, ils redescendent, puis ils retournent à côté des maniocs pour faire les cabanes. C'était le rêve d'ici des enfants du squat avant. Et quand elle était petite, elle vous parlait avec son frère de leurs problèmes à l'école, de métissage? Non, pas souvent. C'est après seulement quand elle a commencé à faire l'islam, c'est là qu'elle a commencé à parler de métissage. Mais bien avant ça, mais on ne parlait pas de ça. Pour nous, c'est normal. Vous-même, vous êtes métisse? Oui, enfin, je suis pas trop, mais je tiens plus de mon père parce que ma mère, elle est claire comme vous là, et mon père, il est un peu plus mat, alors je suis plus du côté de mon père. Mais c'était un mélange dans notre famille. À nous, il y avait des noirs, il y avait des blancs. On est tous des frères et sœurs. Manuela et Hélène, c'est ton autre fille. Elles sont toutes les deux métisses. Est-ce qu'elles te parlaient de leurs problèmes quand elles étaient petites et quand vous viviez notamment au Vanuatu? Oui, c'est arrivé assez souvent, justement, qu'elles en parlent. Ça dépendait des époques, de qui elles rencontraient. J'ai parfois eu l'impression qu'elles étaient comme des équilibristes sur un fil pour trouver leur identité. Mais je crois que quand elles me questionnaient, je répondais toujours en leur faveur. Et je crois que quand même, elles ont pu relativiser. Elles ont pu se faire une opinion, avoir un sens plus élargi de leurs idées, de leur façon d'appréhender les autres. Et surtout, de les décomplexer. Parce que leur problème, c'était qu'elles ne se croyaient pas aussi intelligentes ou aussi bien que d'autres. Bonjour. Ça va? C'est bon? Ouais, Annette. Tranquille. Ça va toi? T'es encore sur nous, hein? Bah ça. Non, je viens de la bibliothèque. Bah, nous aussi, on est passé par la bibliothèque tout à l'heure. L'espace de 2 minutes pour faire semblant d'avoir lu un livre. Ça m'étonne pas du tout. Non, juste pour qu'il me trouve après m'avoir cherché dans l'intégralité du centre-ville, à droite, à gauche. C'est des bouquins que j'ai pris, tu sais, pour le théâtre, je t'ai dit, je suis censée faire des études de théâtre dans 2 ans si je pars. Et vous allez être ouf tous à la maison là. Oui, au Canada, bah oui. J'espère avoir la bourse artistique, avec un peu de chance. Et il y a 3 bouquins là-dedans. Il y a Hamlet, chez Macbeth et... Oui, c'est ça. Et Othello. Othello. Mais je les ai pas encore lus, donc après, il faut voir. Malay. C'est bon.
Ça sonnait mieux quand même. C'est vrai. Je savais pas si t'as les sous, tu peux faire les meilleures études. Ouais, c'est ça. Tant que t'as les sous, t'as pas besoin d'avoir de bonnes notes. Bah, c'est comme moi, là, regarde, je suis obligée de mettre des pièces de côté pour payer mon premier billet d'avion pour aller en France ou au Québec faire des auditions de théâtre. Et ensuite, si je suis acceptée, là, je peux avoir ma bourse qui me paye mon billet d'avion pour y aller. Super, oui, j'adore. Et toi, Sophie, c'est soit Marseille, soit Belgique, non, alors soit Londres, c'est plus ça. J'ai fait les demandes pour les 3 premiers choix, c'est des manas à Marseille. Ouais. Après, j'ai demandé des unifs par sécurité, mais en fait, si j'ai l'unif, je vais pas y aller parce que voilà, c'est l'unif. Ouais. Et du coup, c'est soit Marseille, soit je reste en Calédonie. D'accord. C'est la bourse. D'accord, ok. Je dis que c'était bizarre, tu vois. Comme si on passait jamais de soirée avec lui, mais bon. Le fait qu'on me rejette d'un côté et de l'autre, enfin, pour moi, c'est, je sais pas. C'est pas moi qu'on insultait à la base, puisque c'est pas moi qui ai décidé que j'allais avoir du sang blanc, avoir du sang kanak, avoir du sang chinois, avoir du sang. J'ai pas décidé ça. C'est mes parents, c'est leurs ancêtres encore avant. C'est eux qui ont voulu un métissage comme ça. Enfin, ils l'ont pas voulu, mais c'est grâce à eux que j'ai ce métissage. Alors si on m'insulte moi, c'est comme si on les insulte eux. Après aussi de l'intérieur, c'est-à-dire au niveau familial, des fois au niveau foyer, c'est des fois des confrontations. Parce que là, il y a 2 cultures qui des fois se heurtent. Donc moi, j'ai grandi aussi au milieu de ça. 2 systèmes d'éducation qui se heurtent. Donc là aussi, des fois, ça peut vraiment mettre la zizanie. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir quand même des parents open. Et j'ai jamais été, on m'a jamais contraint, par exemple, à faire une coutume. Il y a des fois, il y a eu des coutumes à faire, je les ai faites avec le consentement de tout le monde et le mien. Pareil, dans les traditions de maman, dans sa famille, j'ai eu cette chance-là. Mais c'est vrai que quand même, il y a des fois, ça peut être une grosse zizanie que des parents qui se heurtent sur l'éducation parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils n'ont pas la même façon de voir les choses. La souffrance, elle vient déjà des 2 parents, quand on les voit ensemble. Si jamais il y a des malentendus, des incompréhensions, on les voit qui s'engueulent, on se dit mince. Et en fait, souvent, c'est à cause de ça. C'est 2 cultures c'est deux mondes différents qui ont essayé de faire un même monde. J'ai sollicité Grégoire Thibauville qui est psychologue. Comme il reçoit de nombreux patients, je souhaitais savoir si parmi ceux-ci, le métissage engendrait des troubles particuliers. Plusieurs patients peuvent effectivement consulter par rapport à des difficultés qu'ils rencontrent à se construire sur le plan identitaire ou des souffrances qu'ils peuvent rencontrer dans leur parcours de vie et un questionnement autour finalement de dans quel groupe d'appartenance je suis. Et effectivement, ça peut générer un certain nombre de troubles psychopathologiques. Mais sinon, c'est plus des patients adolescents que je rencontre ou des patients adultes qui passent par une période, je dirais, un peu compliquée sur le plan personnel, quoi. C'est à son exposition dans une galerie de Nouméa que j'ai abordé l'artiste Fanny Edwin. Son thème m'a tellement semblé identitaire que j'ai voulu en savoir davantage. Tu fais une exposition intitulée Héritage. Alors c'est vrai que j'ai choisi comme titre Héritage. Héritage avec un grand H, et puis héritage avec écrit sans le H, mais plutôt avec 2 R, I-T-A-G-E. Héritage avec un grand H, c'est pour souligner le côté, le grand H de l'histoire, c'est-à-dire cet héritage, cette transmission que l'on reçoit, entre guillemets, normalement, de nos grands-parents, de nos parents, de nos oncles, de nos tantes. Et puis l'autre héritage avec point d'interrogation qui vient c'est un mot que j'ai inventé, qui vient de l'errance, on va dire, parce qu'il y a une idée de dérive de la tradition, de la transmission des traditions, des coutumes. Je trouve qu'on est dans une époque où plein de choses disparaissent et d'autres apparaissent. Voilà. J'aime beaucoup cette œuvre. Est-ce que tu pourrais me l'expliquer ? Alors, c'est une empreinte digitale, celle de mon orteil. Je l'ai refait en gros avec plusieurs fragments de toile. Donc l'idée que l'identité, c'est pas un seul
un seul bloc. C'est des petits morceaux que l'on met petit à petit pour pouvoir faire l'individu. C'est une empreinte où il y a des manques. D'ailleurs, je l'appelle empreinte à trous. Et donc, il y a des vides à combler. Le métissage, c'est quelque chose qui est mélangé. Mais quand on vit les cultures, elles ne se mélangent pas forcément. Je parle un coup à ma maman de la culture kanak quand j'ai besoin d'éléments. Après, je jongle avec, je vais avec papa pour parler de ma culture du Vanuatu, sans forcément penser qu'il y a une sorte de métissage sous le toit. Non, on vivait un coup l'un, un coup l'autre, chacun à son tour. On n'a jamais fait forcément le lien entre les deux. C'est vrai que moi, dans mon travail, c'est un problème que j'ai de pouvoir mêler les deux histoires et pas et faire en sorte qu'elles ne s'entrechoquent plus, quoi. Souvent on dit savoir où l'on va, c'est savoir qui l'on est. Il y a des choses que je dois recoller ou reconstituer dans cette empreinte pour pouvoir faire que voilà, je sais qui je suis. On ne peut pas se dissocier. Je pense que ce qui est important, c'est que les parents, voire les grands-parents, si c'est du métissage sur plusieurs générations, puissent raconter leur histoire. C'est-à-dire que je pense qu'un enfant, on est tous métis. Ça, je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie sur le plan culturel. En tout cas, on est tous métis culturels. Après, sur le plan génétique, effectivement, il va y avoir des choses qu'on va repérer. Où tu te sens le plus en équilibre par rapport à ton identité métisse? En France, ici? En France. En France, ouais, sans hésiter, en France. Ici, j'ai l'impression d'être personne. Alors qu'en France, on s'intéresse, on me dit « Ah bon, tu viens d'où? T'es de quelle origine ?» et tout ça. Et du coup, les gens, ils s'intéressent. Et quand je fais des plats ou quand je leur fais écouter des choses, je leur montre des photos, ils s'intéressent réellement. Et là-bas, on me prend comme tel, il n'y a pas de jugement, de préjugés. C'est « Bonjour Jordan, oui, qui es-tu ?» Et voilà, j'ai juste à montrer ma valeur et là, on m'apprécie à ma juste valeur. Alors qu'ici, non. Là, je suis retourné il y a à peu près, ça doit faire un mois. Dès les 2 premiers jours, j'en pouvais plus parce que voilà, on me jugeait déjà. Jordan ci, Jordan ça. J'ai même pas dit un mot quand déjà on me colle une étiquette. Mes arrière-grands-parents sont venus ici pour travailler dans la mine. Après, ils sont partis dans les champs de café, dans les montagnes. Et, ils viennent de Poneriouin et Kanala, ma famille. Mon grand-père Poneriouin et ma grand-mère Kanala. Je suis fier d'eux. Et toute leur génération, tous ceux d'ici de leur génération, je suis fier d'eux. Parce qu'ils ont fait quelque chose de leur vie, ils ont compris. Et ils ont eu cette rage-là qui font qu'on peut réussir dans la vie. C'est ce qui nous manque un peu aussi. On se laisse un peu aller aussi, je trouve, ici, les jeunes. Si les parents ou les grands-parents racontent les histoires, on sait d'où on vient, on sait où on est rattaché, on sait qui nous a finalement, on a peut-être un peu du japonais là, un peu du kanak là, un peu de ci, un peu de tel endroit. Et si on le sait, on se construit beaucoup plus facilement que lorsqu'on ne sait pas. Il faut éviter les trous, en fait. Les trous dans l'histoire familiale, générationnelle, filiatique, ça nous insécurise. On n'est pas bien, on est moins solide. Donc moi j'invite plus à finalement transmettre, et l'enfant n'aura pas à se positionner en faisant un choix. Il ne dira pas je suis plus ci ou plus ça, il dira je suis tout ça. Il y a eu une grosse bataille à une époque sur oui, maintenant la culture kanak, c'est quelque chose de profond, d'ancré, avec toutes ces traditions, tous ces us et coutumes. Mais en fait, de l'autre côté, en France, j'ai la chance d'être d'une famille de vignerons, donc une famille qui travaille la terre aussi, pour qui la terre c'est important. Et en fait, les deux cultures sur ce point-là se rejoignent, c'est-à-dire que la terre c'est quelque chose de très important. En Nouvelle-Calédonie, on me disait ouais, mais attends, tu viens d'une famille qui a une histoire avec. Et moi je leur disais, mais en France en fait, j'ai de la famille qui est depuis 5 générations en train de travailler la terre, qui fait du vin, qui fait un produit, qui utilise vraiment cette terre. En Nouvelle-Calédonie, l'important c'est d'avoir beaucoup de terre, mais on en utilise très peu en fait pour faire de la culture ou des choses comme ça. Et en France, on me disait ouais, mais en Nouvelle-Calédonie et tout, vous faites pas grand chose. Je leur disais oui, mais il y a toute une culture, il y a une richesse de l'oralité qu'on n'a pas par exemple en France. Il y a ces deux différences entre les deux cultures. Qu'est-ce que je trouve génial, c'est la culture orale. J'ai mis du temps à la comprendre en Nouvelle-Calédonie et je trouve ça génial aujourd'hui, cette oralité, avec tous les travers qu'il peut y avoir à une culture d'oralité.
Et de l'autre côté, je trouve ça aussi génial qu'il y ait plein de choses écrites en France et puis qu'il y ait une histoire vieille, ancienne. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une place pour les métis en Calédonie dans l'avenir? Alors moi je dis que c'est carrément pas une place, c'est que c'est le monde de demain. On a beau dire t'es noir, t'es blanc, t'es nana, mais regardez autour de vous, tout le monde est métissé. Des fois ça se voit même pas, mais vous allez, quand la personne va vous dire son nom, ah bon t'es d'ici mais t'as un nom breton. Oui mais parce que mon ancêtre, bon ben voilà. Ou vice versa. Quelqu'un qui est complètement blanc de peau avec des yeux bleus et qu'en fait qui est métis mélanésien. Il y a tellement de métissage aujourd'hui. La Calédonie, elle fait partie de ces pays mélangés. J'ai voulu contacter Cyril Morat, qui est professeur de géographie, parce qu'en 1998, il a effectué un mémoire sur le métissage en Nouvelle-Calédonie, notamment centré sur la commune de Poya. Ces chiffres du métissage, sur 3 générations, sont de 80%. Ils sont bien loin de ceux présentés par l'INSEE, 9% pour la Nouvelle-Calédonie. Alors dans le cadre de mes études universitaires, lors de mon DEA, la question s'est posée de savoir quel allait être le sujet. Et en 1997-98, on était à la fin de la première période de transition suite aux accords de Matignon, avec la perspective de la signature des accords de Nouméa, et ça m'a semblé intéressant de travailler sur justement la population locale et du métissage. Alors Poya, elle a une situation un petit peu particulière sur le territoire, dans le sens où par rapport au mouvement de colonisation sur le front pionnier, elle se situe à peu près au milieu du front pionnier. Elle a aussi l'avantage d'être à la jonction entre la province sud et la province nord. Donc d'un point de vue purement spatial, elle était un petit peu au centre de la problématique. Et puis troisièmement, elle est bien intégrée également dans tous les aspects économiques et humains de l'histoire calédonienne, puisqu'il y a une forte histoire minière, une forte emprise de la colonisation. Donc cette commune, elle permettait de synthétiser un petit peu tous ces aspects-là. Alors, les chiffres que j'ai analysés confirment une idée que j'avais quand je regardais la population autour de moi, que ce soit sur Nouméa ou au Brou, c'est-à-dire que le métissage biologique est extrêmement avancé en Nouvelle-Calédonie. Si on remonte sur une centaine d'années, on arrive à des taux, alors après ça reste sur la commune, mais à des taux largement aux alentours de 80%. Pour ma part, ce qui m'avait, au dernier recensement, donc, c'est plus ce qui m'avait choqué, c'était le manque de calédoniens. Parce que justement, métis, un coup vanuatu, un peu calédonien, un peu français, un peu j'avais envie de cocher calédonienne, quoi. Il n'y avait pas, parce que dans calédonien, effectivement, il y a, en tout cas ça c'est personnel, c'est un point de vue personnel, mais dans calédonien, je vois un monde toute couleur, moi. Il y a énormément de métis dans les tribus qui vivent au sein de la tradition. Je pense qu'on ne va pas te juger si tu sais aller faire un champ, si tu sais aller faire la pêche, la chasse, des choses qu'on vit à la tribu. On ne va pas forcément te pointer du doigt quand on vit dans la tribu. Mais c'est vrai aussi qu'on peut être sujet à des rejets ou à un moment donné à des commentaires liés à ta couleur de peau. Le cas de mon conjoint qui lui aussi est métis et qui est originaire de Thio et dont son papa est lorrain. Et lui me raconte souvent qu'il a été victime de ça à Thio étant enfant. En plus, souvent quand on est enfant, on dit les choses un petit peu maladroitement, mais on le dit. Et on lui l'a pointé du doigt justement sur la couleur de peau, c'est vrai. Alors, mes enfants en sont encore moins métis que moi. Et puis alors, physiquement, ils sont blancs. Mais par contre, quand même, je leur ai toujours enseigné ou transmis le fait qu'ils étaient métis d'ici, du Vanuatu.
qu'il ne fallait pas qu'il oublie que c'était une richesse. Donc ils ont quand même des mots en langue d'ici, des mots en bichlabar. Mais voilà, ça reste un petit peu superficiel quand même par rapport à moi. Mais ils savent d'où vient leur maman. Déjà, ils savent que leur grand-père, il est noir. Des fois, ils se font traiter de blancs. Alors ça les rend furax. Parce que des fois, on a déjà dit à mon fils, rentre chez toi, sale blanc. Alors là, il est né en Calédonie, de mère métisse, mélanésienne. Alors là, il est fou, là. Il dit, attends, je peux même pas prouver pourquoi tu m'as fait blanc et presque blanc, quoi. Il est fou. Les parents, ils forment leurs enfants, ils les sculptent un peu, à partir d'eux-mêmes, ils les sculptent à partir d'eux-mêmes. Et moi, mes parents, ils m'ont toujours tout expliqué depuis que je suis petite. Je sais pourquoi je pouvais pas avoir ça, je sais pourquoi on a dû faire tel choix, je sais tout. Si on explique aux enfants, ils comprennent. Il faut pas les prendre pour des imbéciles. Alors au lycée aussi, au collège, il faut leur expliquer. Et ça va sûrement éviter beaucoup de problèmes comme j'en ai eu, et pas que moi d'ailleurs, beaucoup d'autres. Déjà, il faudrait que les parents ils expliquent aux enfants ce que c'est la vie. Réellement, la vie, c'est pas aller s'insulter, dénigrer autrui. Il faut être ensemble. Et puis, il faudrait à l'école aussi un peu plus apprendre l'histoire de la Calédonie. La discrimination, il faudrait qu'elle s'arrête. Il faudrait qu'il y ait plus d'informations sur ça, qu'il y ait plus de trucs qui passent à la télé pour sensibiliser les gens. Des reportages avec des gens de toute ethnie, quand on leur demande leur histoire, qu'ils se rendent compte par eux-mêmes, ah oui, effectivement, ouais, je suis métisse. Effectivement, parce que moi j'ai connu plein de gens qui étaient métis et qui ne le savaient pas. L'idée de partir sur l'identité n'est pas venue tout de suite, elle s'est faite au fur et à mesure, je pense, dû à l'éloignement. On se rend compte plus de notre identité quand on est loin de chez nous. Et c'est vrai que j'ai commencé à travailler sur ce mal du pays qui a émergé en moi des notions comme l'identité et le métissage qui est venu vraiment bien après. Il y a plein de choses que je ne comprends plus aujourd'hui en Calédonie quand je regarde les gens. Et c'est drôle parce que tous ces gens-là, tu les mets en France, ils s'aiment, mais c'est dingue, ils s'aiment parce qu'ils sont tous calédoniens. Et moi j'ai assisté à des soirées calédoniennes en France où les Wallisiens, les Kanaks, les Caldoches, tout le monde était réuni autour de « Ah, la maillot craft, c'est tellement notre art de vivre ». Ils étaient frères, ils se mettaient en colocation, et je me disais, voilà, on a gagné là. Et dès qu'ils retournaient en Nouvelle-Calédonie, les clans se refont au fur et à mesure, jusqu'à ne plus se voir du tout, quitte un peu des liens, parce que, tu vois, c'est mal vu dans ma famille. Manger un bami, c'est tellement dingue d'entendre un Kanak dire ça, un Caldoche dire ça, un bami, quoi. C'est un plat qui fait plus vietnamien qu'autre chose. Mais voilà, pour eux, c'est leur culture. Et moi, j'aimerais entendre ça quand je vais en Calédonie, c'est-à-dire que les Javanais, c'est leur culture aussi, parce qu'ils sont là depuis longtemps, ces gars-là. Et les Caldoches, j'entends entendre dire les Kanaks dire les Caldoches, c'est notre culture aussi. Et on est fiers de pouvoir manger de la salade de cerf, par exemple. Il y a tout plein de choses comme ça qui émergent en France et qui disparaissent dès que ça retourne dans les communautés différentes. Moi, j'ai déjà vu qu'on se met tous à parler avec un accent caldoche ou tous à parler avec un accent kanak et que ça nous fasse rire en France parce que c'est tellement riche et tellement plein de choses. Et quand on arrive en Nouvelle-Calédonie, d'un seul coup, se mettre à parler caldoche, si t'es pas caldoche, tu te moques un peu. Si tu parles kanak, tu te moques un peu. Et il y a tout ce côté-là d'un seul coup, ça devient sérieux. Parce qu'on n'a plus de recul. Dès qu'on prend du recul, ça va, mais dès qu'on est dedans et qu'on n'est plus dans le recul, tout devient grave. Quand je dis écrivons nous-mêmes nos pages, c'est que je veux pas que les erreurs du passé, entre guillemets, se reproduisent. Il ne faut pas faire comme on a fait avant nous. C'est ce qui était à l'origine de beaucoup de guerres, de massacres, de plein de choses de ce genre. Si on se met tous ensemble, on peut y arriver au final. Si nous, les jeunes, on comprend ce qui nous a été laissé, l'héritage, on apprend de l'histoire et on va plus loin, en avant. Moi, quand j'allume la télé, quand je vois le destin commun et tout ça, on essaye de tous se rassembler. Au contraire, on essaye de faire plus qu'un parce qu'on est tous métis. Moi, je trouve ça cool de se balader,
tu vas avec des potes et que t'en as, ils viennent là et de là et de là, et que tu puisses discuter. Alors chez toi, ça se passe comment? T'as déjà été? Ah bon, et tu sais faire ça comme plat? J'adore. Tu pourrais me le faire? Bah oui. Puis les accents, connaître des mots, de savoir parler plusieurs langues. On connaît tous des mots de chaque langue. Et je trouve ça marrant. Et en plus, notre dialecte à nous, il est assez mélangé. Il est assez atypique. Moi, je le faisais écouter à mes amis de France. Ils rigolaient, ils me disaient « Ah ouais, c'est marrant ». Moi, j'espère que ça va s'arranger pour la Nouvelle-Calédonie, puisque je suis fier d'être calédonien et d'être métis. J'espère vraiment que ça va aller, parce que c'est un des plus beaux pays au monde, un des plus bels endroits au monde, et il faut en prendre soin. Et ainsi que les gens aussi, il faut qu'on prenne soin l'un de l'autre. Parce qu'on a tous une richesse qui est énorme. C'est énorme. Moi, je trouve ça énorme. Pour conclure, je laisse la parole à Édouard et Israëla qui s'expriment avec émotion. Bon, aujourd'hui, je considère que être caldoche, c'est une culture, c'est un art de vivre aussi. C'est une façon de penser, c'est une façon de s'exprimer qui n'a rien à voir avec, par exemple, la façon de s'exprimer d'un Kanak. Et dans les Kanaks, on va encore pouvoir faire la différence entre les gens de Lifou, de Maré d'Ouvéa, de la Grande Terre, et dans la Grande Terre, encore tout un... Et pour moi, c'est hyper important de respecter toutes ces cultures-là et de se rendre compte que la richesse d'un Calédonien, pour le coup, c'est la richesse de toutes ces cultures-là. Sur une toute petite île, il y a une tripotée de cultures qu'ils aiment en plus, parce que quand ils se retrouvent privés de tout ça, et d'un seul coup, ça leur semble tellement indispensable. Et ce que j'ai toujours beaucoup aimé dans la culture kanak, c'est la façon de raconter les histoires. Et cette passion pour les histoires, en fait. C'est-à-dire que quand on était petit, moi je me souviens de plein de gens qui ont toujours plein d'histoires à raconter, assez géniales, assez captivantes, avec tout plein de choses un peu magiques auxquelles on adhère assez facilement quand on est petit. Parce que les histoires, on les entend plein de fois, en fait. Parce qu'il y a aussi cette notion de... on va raconter plusieurs fois la même histoire sous des angles différents, en ajoutant des détails qu'il n'y avait pas, en grossissant des choses. Et j'ai toujours trouvé ça stupéfiant d'être capable de faire ça. Alors, messieurs, dames, bienvenue ce soir, donc de l'improvisation. J'espère que vous êtes venus pour ça, sinon vous vous êtes trompés d'endroit. Voici comment ça fonctionne, on va vous demander plein de choses. Mais avant de commencer, on aimerait vous connaître un tout petit peu, parce qu'on s'est présenté, donc Sylvain, Julien, Eddy. On aimerait connaître un petit peu tout le monde, donc je vais compter jusqu'à 3, et à 3, vous allez nous envoyer votre prénom tous ensemble. Attention, 1, 2, 3 Pendant les coutumes, j'ai toujours trouvé les gens d'une force d'interprétation extraordinaire. Quand j'étais petit, je me disais mais ils sont vraiment en colère, ou alors ils sont vraiment en train de faire la... Et après, en fait, on se rend compte que chacun a son rôle à jouer dans la coutume. Il y en a qui sont là pour mettre en garde les mariés, par exemple, si on est dans un mariage. Il y en a qui sont là pour jouer le rôle du tonton, donc ils sont là pour conseiller. Il y en a qui sont là pour régler des problèmes, donc ils vont avoir cette posture à avoir de colère et de tristesse en même temps, parce qu'il se passe tellement de choses. Et petit, j'avais juste effectivement ce charabia, mais avec tellement de conviction en face que j'étais touché quand même par ce qui se passait. La gestualité qui te faisait comprendre. Ouais, exactement. Ouais. En théâtre, on appelle ça la posture, l'engagement du personnage. Et ouais, aujourd'hui, quand je regarde ces choses-là, je me dis, mais ouais, c'était. Mais c'est ton héritage. C'était inné. Oui, voilà, c'est mon héritage complètement. Ouais. On m'a toujours dit que j'étais très expressif sur scène. Et si je reprends les moments de palabre dans les coutumes, ouais, ces gens sont très expressifs et très. Voilà, tout leur corps est engagé, leur visage est engagé. C'est peut-être de là que je tiens ça, effectivement. S'il y avait une pièce dans laquelle j'aimerais jouer, je pense que c'est une pièce qui n'existe pas encore, ce serait une pièce qui défendrait un petit peu justement le côté la différence, elle se fait pas par nous, mais elle se fait dans l'œil de l'autre.
C'est-à-dire, si moi je suis blanc des fois et que je suis noir des fois et que des fois je suis métisse, c'est parce que c'est l'autre qui décide que je suis comme ça. Et c'est l'autre qui me le fait remarquer. Pour le coup, j'aimerais jouer une pièce de théâtre qui me convainc qu'on peut faire bouger les choses, qu'on peut provoquer un petit peu, se dire c'est quoi le vivre ensemble. Interroger cette phrase qui commence à devenir une phrase complètement abstraite en Nouvelle-Calédonie. Vivre ensemble, ça commence à devenir un mot qui va devenir un gros mot bientôt, j'ai l'impression. Parce que personne aujourd'hui est capable de dire c'est quoi le vivre ensemble, c'est partager quoi, c'est fondre les cultures ou c'est donner de l'importance à chaque culture, respecter chaque culture, c'est comment on fait, comment on y va. Tu te sens plus porté vers une culture ou vraiment par toutes les cultures? Non, vraiment par toutes les cultures, même celles qui ne me composent pas. Comment dire, pour moi, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir grandir ou apprendre de nouvelles choses, il faut qu'on y aille tous ensemble. Si on laisse des gens à l'écart, on n'y arrivera pas, on ne fera que s'entretuer encore une fois les uns les autres. Comment t'essayes toi d'avancer, de trouver ton équilibre parmi toutes ces ethnies? J'essaye en fait de ne pas privilégier l'une ou l'autre en fait. J'essaye d'avoir vraiment une part de chacun parce que pour moi, toutes ces cultures, elles ont beau être différentes, elles ont beau n'avoir rien en commun, toutes ces cultures m'appartiennent même si elles ne se ressemblent pas du tout et j'y crois à toutes, franchement. Je suis sur cette ligne, pour une couleur de peau. Pour une histoire de mélanine, je n'ai aucun drapeau. Pour me nommer, il y a plusieurs mots. Je suis la belle métisse, le beau café au lait ou le bâtard. La bombe couleur caramel ou celle sans espoir. Slammer, ça t'aide à t'épanouir? Ça m'a aidé à avancer, ça m'a aidé à arrêter de pleurer quand j'avais ces problèmes au collège. Ça m'a aidé à passer par-dessus la rupture de mes parents. Ça m'a aidé à essuyer beaucoup de désastres amoureux. Ça m'a aidé à passer au-dessus des insultes et de tout ça. Est-ce que tu analyses ça comme du racisme? Non, maintenant, je pense que c'est plus de la bêtise ou de la méchanceté, c'est rien de plus. Entre le noir et le blanc, je suis rayée. Pour le noir, pour le blanc, je veux crier. Pour l'espoir, pour le sang, je veux prier. Je représente l'amour au-delà des différences. Mais je suis un fruit qui ne mûrit que dans l'indifférence. Peux-tu me dire comment tu ressens ton métissage? Ça te rend plus forte ou peut-être moins forte? Oui, bien sûr, c'est une force. Aujourd'hui, ça me permet de ne laisser personne de côté. Ça me permet... Est-ce aussi une faiblesse par moment? Quand on a des vagues du passé, oui, c'est une faiblesse parce qu'on se redit, on se redemande, on se repose des questions. On réentend parfois les insultes qu'on a entendues. Oh, j'ai entendu plein de trucs, j'ai entendu bâtard, ça torse. Tout le monde a le droit à cette insulte au moins une fois. Il y a enculé de blanc, il y a eu plein de trucs, non, enfin voilà. Maintenant, en fait, ces insultes, je les prends plus pour moi. Mais je veux pas que d'autres derrière moi entendent ces insultes. Mon petit frère, je suis contente parce qu'il a réussi à grandir sans avoir tout ça. Lui, il s'est affirmé, il leur a montré qui il était et il est grand maintenant, il est fort. Moi, j'ai pas été aussi forte que lui à son âge. Alors, ça me fait plaisir. Et je veux pour tout le monde que voilà, qu'ils soient assez forts. C'est pour ça qu'il faut les instruire. C'est pour qu'ils soient assez forts, pour qu'ils comprennent. Mon petit frère, il m'a vu pleurer. Mon petit frère, j'ai essayé de lui cacher, mais lui, il a vu, c'était le plus proche de moi à ce moment-là. Et ça lui a permis de grandir. Voilà. Métisse, mais avant tout humaine. J'existe quand on me traite de taré ou d'énergumène. Au centre de deux cultures, je ne suis pas leur point de rupture. Je suis celle qui s'en mêle pour que nos liens soient éternels. Alors ne soyons pas à leur image, mais écrivons nous-mêmes nos pages.